Un enfant est entré dans la salle de bain avec sa mère. 2 heures plus tard, tout s'avère changé. Ce n'était pas un crime ordinaire, ce n'était pas une simple crise. C'était un moment où la foi, la maladie et l'abandon de l'État se sont heurtés et une fillette de 5 ans en a payé le prix. Je suis Marcos Campos et cette affaire se déroule au cœur du sertão d'Alagoas, où le soleil brûlant frappe la terre rouge et où les nuits sont rythmées par le chant lointain des grillons. Et c'est là que cette histoire d'horreur domestique continue de hanter l'esprit des habitants de Maravilha. Des cas comme celui-ci défient toute réponse simple. La société ne sait pas où placer la faute, sur la personne, la maladie ou le système qui a échoué auparavant. Près de 4 ans après le crime, l'affaire de Josimari Gomes da Silva reste entourée d'incertitudes juridiques et psychiatriques, comme un fantôme qui refuse d'être exorcisé. Imaginez une mère célibataire ordinaire combattant des démons invisibles dans sa tête, transformant un acte routinier, comme donner le bain à sa fille, en une scène de carnage qui choquerait même les enquêteurs les plus endurcis. Brenda Caroline Pereira da Silva, une fillette de seulement 5 ans aux yeux curieux et à l'avenir volé, est devenue le centre de ce récit sombre. Mais inverserons donc l'ordre habituel des choses. Au lieu de commencer par le crime, partons du présent, où le procès judiciaire reste en suspens éternellement. Et remontons couche par couche en dévoilant les perspectives qui s'entrechoquent comme des vents contraires dans l'agreste. Et cette approche non linéaire, disons, reflète la confusion même de l'affaire. Un puzzle où les pièces psychiatriques, religieuses et sociales ne s'emboîtent pas parfaitement, laissant des lacunes qui alimentent des théories et des débats jusqu'à aujourd'hui. Laissez un like, un commentaire, même un emoji, et si possible, devenez membre de la chaîne. Ça m'aide beaucoup, c'est tout. Les annonces sont faites, passons aux faits. Cette vidéo reconstitue l'histoire à partir d'informations publiques, de reportages et de témoignages documentés. Certaines descriptions reflètent des témoignages et des rapports cités dans les dossiers du procès. Actuellement, Josimari reste internée dans une unité psychiatrique du système pénitentiaire et hospitalier d'Alagoas, où l'air sent le désinfectant et les médicaments. Ces journées sont régies par des routines strictes, des thérapies de groupe, des doses contrôlées de médicaments antipsychotiques, conformément aux protocoles médicaux pour les troubles graves, et des visites sporadiques d'assistants sociaux, qui notent ces progrès ou leur absence selon les rapports médicaux récents, accessibles via des procédures publiques au tribunal de justice d'Alagoas. Les expertises psychiatriques indiquent la présence d'un trouble mental grave, avec des symptômes psychotiques tels que des hallucinations et des délires, et aussi des épisodes où il parle dans des langues mélangées, alternant entre le portugais régional, des phrases en anglais apprises dans des feuilletons et des sons qui ressemblent au latin ecclésiastique. Dans les évaluations psychiatriques jointes au dossier, Josimari rapporte entendre des voix qui, selon elle, lui ordonnèrent de protéger des yeux fixés dans le vide, comme si elle dialoguait avec des entités invisibles. L'un des rapports psychiatriques joints au dossier recommande le maintien de l'internement, soulignant un risque pour la patiente elle-même et pour des tiers. Mais la procédure pénale, engagée en février 2021 par le ministère public d'Alagoas, reste suspendue pour la réalisation et la conclusion des examens de santé mentale comme prévu par la loi. Une phase bureaucratique qui résonne comme une sentence de limbe éternelle. Les membres du ministère public, impliqués et entendus tout au long du processus, le soulignent. L'impasse entre la sanction pénale et l'irresponsabilité pénale. C'est un équilibre délicat entre justice et compassion. Si elle est irresponsable pénalement, il n'y a pas de peine. Si elle l'est, elle mérite la prison à perpétuité pour sa cruauté. Revenons donc en 2023, 2 ans après le crime. L'affaire a repris de l'ampleur lorsqu'une pétition en ligne lancée par une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'enfant basée à Recife,
a recueilli des milliers de signatures. La campagne, intitulée Justice pour les enfants du Sertão, mettait en avant non seulement la brutalité de l'acte, mais aussi les défaillances systémiques. Parce que Josie-Marie, diagnostiquée avec des troubles mentaux depuis 2015, ne recevait pas de suivi régulier. Des dossiers cités dans le procès indiquent que Josie-Marie a reçu un accompagnement dans des services publics de santé mentale. Mais les consultations étaient irrégulières en raison du manque de transport et de médicaments gratuits. Elle arrêtait les médicaments parce qu'ils provoquaient de la somnolence et sans eux, les crises survenaient. C'est ce qu'a expliqué sa mère Maria Silva dans un témoignage enregistré pour la pétition. Maria, aujourd'hui veuve de 62 ans, vivant seule dans la même maison où l'horreur s'est produite, décrit Josie-Marie comme une fille aimante, mais perdue. Le point de vue de Maria est celui d'une mère partagée, en deuil pour sa petite fille et pleine de pitié pour sa fille. « Brenda était mon petit rayon de soleil, dit-elle. Josie-Marie n'était pas mauvaise, elle était malade, mais comment pardonner ? Pour Maria, c'est une tragédie familiale. Pour les militants, c'est un symbole de la négligence de l'État en matière de santé mentale dans le nord-est du Brésil, où l'accès aux psychiatres est très limité. Il n'y en a qu'1 pour 100 000 habitants selon les données du Conseil fédéral de médecine. Mais avant d'aller plus loin dans cette histoire, il est important de comprendre une chose. Nous ne parlons pas d'un moment isolé à Zanoto, mais de l'effondrement final d'un esprit qui demandait déjà de l'aide, disons, depuis plusieurs années. Alors, en avançant vers le cœur de l'énigme, plongeons dans la journée fatidique du 24 janvier 2021, mais à travers de multiples perspectives, comme si nous reconstruisions une mosaïque qui a été brisée. Du point de vue de la police, compilé dans l'enquête menée par le commissaire Carlos Mendes, c'était un dimanche typique dans le Sertão, une chaleur étouffante, des familles réunies après la messe du matin à l'église de São Sébastien. La maison des Silva, une construction simple en briques apparentes, avec un toit en amiante, abritait 4 générations dans une harmonie apparente. José Silva, grand-père de Brenda et père de Josie-Marie. Un homme de 65 ans aux mains calleuses par des années à planter du maïs et des haricots était dans le salon regardant un match de football. À la télévision, le son était étouffé par le bourdonnement d'un ventilateur de table, tandis que son épouse, Maria, préparait le déjeuner. Un feijão tropeiro avec farofa dans la cuisine adjacente. Brenda, avec ses 5 ans d'innocence, jouait dans la cour avec une poupée en chiffon. Vêtue d'un petit short fleuri et d'un t-shirt blanc, les cheveux bouclés flottant au vent, Josie-Marie semblait calme ce jour-là. « Allons prendre un bain, ma petite fille, pour sentir bon », dit-elle en emmenant ainsi Brenda par la main à la salle de bain. Au fond de la maison, un espace de 2 mètres sur 2, avec une douche électrique, un lavabo fissuré et une porte en bois qui grinçait en se fermant. À partir de ce moment-là, ce qui s'est passé n'a plus aucun sens pour une logique ordinaire. Ce que l'on voit, ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la haine, c'est un comportement guidé par des délires. Ce qui s'est passé dans les 2 heures suivantes est l'épicentre d'un mystère, peut-être là où les perspectives entrent violemment en collision selon la vision de Josie-Marie, tirée des premiers témoignages et des évaluations psychiatriques. C'était un rituel de purification. Les voix disaient que le démon était en elle. Ses yeux brillaient comme du feu. Je devais sauver. C'est ce que Josie-Marie a rapporté au commissaire Mendes quelques heures après son arrestation. Alors qu'elle avait encore du sang séché sous les ongles et sur ses vêtements, elle a décrit une crise où elle voyait Brenda transformée. Sa langue bougeait comme celle d'un serpent racontant des mensonges. J'ai utilisé les ciseaux pour couper le mal. Les ciseaux, un outil ordinaire de la cuisine, ont servi d'instrument. D'abord, des coups répétés sur la tête de l'enfant, provoquant des fractures crâniennes, puis des mutilations précises, les yeux arrachés avec des coupures chirurgicales, la langue coupée à la base et partiellement mâchée, comme confirmé par des traces de salive et de dents. Lors de l'autopsie, Josie-Marie alternait entre des prières en portugais, « Notre Père, je vous salue Marie », et des phrases dans des langues mélangées. « Exorcisote, esprits impurs, qui
qui en latin équivaut à je t'exorcise, esprit immonde, impur. Peut-être informée par des films ou lors de cultes évangéliques où elle était présente. Pour elle, Brenda était encore en vie. Au final, une hallucination qui l'a poussée à s'agenouiller et à prier sur le corps alors que sa fille était dans cet état inerte. À l'opposé, la perspective des grands-parents, José et Maria, est celle d'une horreur progressive. José, dans son témoignage, décrit l'attente. D'abord, j'ai entendu des rires comme si c'était un jeu. Puis le silence. J'ai appelé, j'ai frappé à la porte, rien. Il a regardé par le trou de la serrure et a vu du rouge partout, comme de la peinture renversée. Il a défoncé la porte d'un coup de pied, le bruit résonnant comme un tonnerre dans cette campagne sèche. La scène, Brenda était étendue au sol, le visage défiguré, les yeux vides comme des puits noirs, la langue pendante sur un moignon sanglant, le corps couvert d'échymoses violacées et les poings serrés. Josie-Marie, agenouillée, les yeux fixes, murmurait. Le démon est parti, elle va se réveiller. José a crié aux voisins qui ont appelé la police. Ma petite fille, pourquoi ? Il répétait sous le choc, tandis que Maria s'évanouissait dans le salon. Sa vision est celle d'une mère transformée en monstre par la maladie. Josie-Marie a toujours été étrange, mais elle aimait Brenda. Les voiles ont changé pour la famille. Ce n'était pas seulement le jour où Brenda est morte, c'était aussi celui où Josie-Marie a cessé d'être une fille, une mère ou une sœur pour devenir une énigme, peut-être difficile à comprendre, ma fille. Lorsque l'affaire arrive devant la justice, alors une question se pose, qui divise les opinions jusqu'à aujourd'hui ? Que faire lorsqu'un crime brutal est commis par quelqu'un qui ne comprenait peut-être pas sa propre réalité ? L'enquête préliminaire, commencée à 16h30, a transformé la maison en une scène de crime. Le commissaire est arrivé avec une équipe d'experts de l'Institut de criminalistique d'Alagoas, des gants, des caméras et des kits de prélèvement. La salle de bain a été photographiée en détail, les murs éclaboussés de sang artériel, indiquant des pulsations pendant les mutilations, des ciseaux au sol avec les empreintes de Josie-Marie, des fragments de tissu et d'os éparpillés. Des échantillons ont été prélevés pour analyse. L'acide désoxyribonucléique a confirmé que le sang était celui de Brenda, avec des traces de salive de Josie-Marie sur la langue qui a été coupée. Aucune trace de drogue ou d'alcool chez Josie-Marie, seulement un esprit tourmenté. Les voisins ont été interrogés. Une femme au foyer voisine a entendu des gémissements de douleur vers 15h, mais elle a pensé qu'il s'agissait d'un enfant capricieux. Un autre voisin a rapporté avoir vu Josie-Marie parler seule dans la rue, quelques jours auparavant mentionnant des esprits maléfiques. Le commissaire, dans son rapport initial, a qualifié l'affaire d'homicide qualifié pour motif futile et moyen cruel, mais a évoqué un soupçon d'irresponsabilité pénale pour cause d'aliénation mentale. L'autopsie du petit corps a dressé un tableau encore plus sombre. Le crâne était fracturé en plusieurs endroits à cause d'impacts violents, des coups de poing ou des coups de tête contre le mur. Une hémorragie sous-durale causée par des coups prolongés, estimée entre 30 et 45 minutes, les yeux arrachés après la mort initiale, mais avec saignement, suggérant que Brenda respirait encore faiblement. La langue a été coupée alors qu'elle était vivante, avec des morsures confirmées par les marques dentaires, qui correspondaient à Josie-Marie. Comme je l'ai mentionné, l'enfant a souffert d'une agonie extrême. Ce qui était recommandé, c'était une analyse psychiatrique. Pour l'accusé, cette perspective médicale met en avant la cruauté de l'acte. Non pas un acte impulsif, mais une séquence délibérée, guidée par des délires. En avançant donc vers la phase de suivi, Mendes, le commissaire, a approfondi les pistes d'enquête. Les bases de données du système unique de santé ont révélé que Josie-Marie avait été hospitalisée en 2017 et 2019 à cause de crise. Des diagnostics de schizophrénie avec des composantes religieuses courant dans le Nord-Est où les croyances en la possession se mêlent aux pathologies. Jour d'interrogatoires avec la famille. Un oncle de Josie-Marie a mentionné des cultes évangéliques où elle participait à des séances de délivrance, des séances d'exorcisme avec des pasteurs imposant les mains.
Le pasteur local, interrogé, a nié avoir encouragé la violence. Il a dit « Nous parlons d'amour, pas de ciseaux ». Et des théories alternatives sont apparues, évoquant l'influence de rituels, mais rien de concret. C'est tout à fait vrai. En 2022, un rapport complémentaire aurait émergé, où l'on aurait soi-disant trouvé des traces de médicaments non prescrits chez Josie Marie. Des herbes hallucinogènes utilisées dans des tisanes spirituelles qui auraient peut-être aggravé la crise, une hypothèse qui n'a jamais été définitivement prouvée. La communauté, là-bas, à Maravillaville, offre une autre perspective, surtout pour les habitants. C'est un cas de possession réelle. Lors de discussions sur la place centrale, à l'ombre d'une église coloniale, il parle de démons dans le serton. Josie Marie a été possédée, ce n'était pas elle. Cette vision culturelle contraste avec celle de la police. Le commissaire voit une maladie non surnaturelle, ce que Josie Marie appelle un exorcisme. La famille y voit de la folie, la communauté une malédiction, les experts une psychose. À des étapes ultérieures du processus, le ministère public a défendu l'avancement de l'affaire, malgré les rapports en attente. Nous ne pouvons pas éterniser la souffrance de la famille, et cela a conduit à des audiences préliminaires où Josie Marie, sous traitement, a pleuré. Je ne voulais pas, les voix me l'ont ordonné. Dans l'une des dernières démarches procédurales connues, le juge responsable a décidé de reporter la suite de l'affaire, invoquant la nécessité d'un rapport final. Le même rapport retardé par manque de ressources dans une institution surchargée. Au final, personne n'a gagné. Brenda a perdu la vie, la famille a perdu 2 personnes le même jour et l'État a perdu une nouvelle occasion d'agir avant la tragédie. Dans la situation actuelle, l'affaire est toujours dans les limbes. Josie Marie internée sans durée, la famille Silva éclatée, José organisant chaque année une veillée pour l'anniversaire de Brenda. Conséquence, des débats sur la réforme de la santé mentale dans le Nord-Est, avec des projets de loi pour le suivi obligatoire des patients psychiatriques. Les théories persistent. Crise pure, influence religieuse extrémiste, négligence familiale de la science homogénéisée, et ensuite, chaque point de vue enrichit l'énigme. Brenda, victime innocente, c'est un fait. Et maintenant aussi un phare pour le changement, tandis que Josie Marie, prisonnière de son esprit, attend une sentence qui pourrait ne jamais venir. Dans le sertão où la sécheresse endurcit les âmes, cette tragédie rappelle que les monstres les plus terrifiants résident en réalité en nous-mêmes. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie énormément de votre compagnie. Laissez un like, un commentaire, même un emoji, et vérifiez votre abonnement pour plus d'épisodes. Bisous du roux, à bientôt.